Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Alors je m'appelle Milena, j'ai 23 ans, j'ai une maman française et un père indien et j'ai fait de longues études avant de décider que, en fait non, et que j'allais être artiste. Artiste, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dirigée vers la photo en premier parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée. Mais j'écris depuis que j'ai 7 ans, je dirais, et j'ai jamais arrêté. Et donc, en vérité, j'écris des histoires. J'écris des histoires avec les images et avec les mots. T'écris des histoires avec les images, il faut que tu m'en dises plus. En fait, j'essaye de faire en sorte que les photos que je prenne, elles soient pas juste belles. J'essaye de faire en sorte qu'elles racontent quelque chose à chaque fois. Donc c'est toujours très personnel, c'est peut-être mon défaut. C'est que mes photos, elles parlent de beaucoup de choses qui me touchent. Et j'ai du mal à juste prendre une photo sans donner mon avis. Tu rentres dans la question de est-ce que notre art forcément raconte des choses de nous? Et pour toi, c'est clairement le cas. Pour moi, c'est clairement le cas. Ça a toujours été le cas. J'ai eu beaucoup de mal aussi pendant très longtemps à écrire des choses qui ne me concernaient pas ou à vraiment rentrer dans l'imagination pure et dure. C'était impossible pour moi, adolescente. Beaucoup moins maintenant que je suis adulte, mais c'est quand même pour moi quelque chose qui doit exprimer une émotion qui me touche ou qui doit parler d'un sujet que je connais un minimum. Sinon, j'ai l'impression de juste écrire quelque chose de joli, mais qui n'a pas vraiment de sens. Ça veut dire que t'écris plutôt des romans, plutôt des nouvelles, plutôt des textes courts. C'est quoi ton format favori? Mon format favori, c'est les nouvelles. Au lycée, j'ai gagné beaucoup de concours de nouvelles. C'était ce qui était le plus simple pour moi à écrire. Mes descriptions Instagram sont souvent longues et axées vers la poésie parce que je décris l'image et je décris comment elle est née, ce qu'elle raconte pour moi, mais en laissant aussi aux autres la possibilité d'interpréter autre chose. C'est des petites histoires, ces photos. Et depuis pas longtemps, j'écris un essai. C'est une grande première pour moi sur le fait d'être jeune et malade chronique, ce que je suis. Et ça, j'en parle aussi dans mes photos et j'en parle dans toutes mes formes de communication possibles parce que je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment bien utilisé dans l'art en fait pour faire une sorte de prévention et pour en parler, ce que personne ne fait ou quasi personne de ma génération en fait. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais savoir déjà depuis quand tu fais ça, clairement. Depuis... alors l'écriture, j'ai envie de te dire depuis toujours. Allier la photo et l'écriture, je dirais 3 ans. Vraiment. De façon sérieuse. Et aussi, parfois, prendre des photos pour les autres. On m'a appelé pour faire des shoots de grossesse, pour faire des pochettes de singles, pour faire des photos de famille aussi. Et c'est souvent des femmes, parce qu'elles sont plus à l'aise. Je suppose que j'ai un univers très féminin. Mais des photos de mère et de fille, par exemple, des photos de sœurs, beaucoup de sororité dans ce que je fais. Donc voilà. Ok. Il y a un sujet sur lequel je voulais un peu appuyer. Tu me parlais tes descriptions Instagram. C'est un grand sujet pour le monde de la littérature. Toute cette nouvelle littérature des réseaux, si on peut dire. Surtout liée à Insta. Enfin, ça a commencé avec les blogs et compagnie. Et maintenant, ça s'est beaucoup transporté sur Instagram. Est-ce que pour toi, c'est une autre forme de littérature ou c'est juste
le fait, c'est pareil. Ça reste un clavier, des touches et t'écris ce que t'as à écrire. Ou est-ce qu'il y a une adaptabilité à avoir par rapport à Instagram parce que c'est un autre public, parce que c'est un autre médium, parce que les gens regardent plus les images qu'ils lisent, ce qui est écrit en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que déjà ça demande une certaine compétence d'écrire une caption Instagram qui soit littéraire, dans le sens où on a quand même on risque de perdre les gens si c'est trop long. En même temps, on a envie de s'exprimer parce que c'est très dur de faire une très belle description qui ait du sens en 4 lignes. Je n'ai pas ces compétences, honnêtement. Et qu'effectivement, les gens, ils vont d'abord vers l'image et s'ils voient un trop gros texte, pardon, ça risque de les décourager. Mais moi, je pense que pour le coup, c'est une nouvelle littérature parce que justement, on vit dans ce monde où c'est de plus en plus simple de consommer rapidement. On a besoin que ça aille vite. Surtout la génération d'après. Enfin, je sais que moi, j'ai un petit frère qui a 19 ans, il passe pas 3 plombes à lire tout ça, mais ça le touche quand même. Il a besoin de voir, c'est un artiste aussi, il a besoin de voir qu'on a mis un effort dedans. Donc, pour moi, c'est quand même extrêmement important, surtout quand on a une fibre artistique, de réussir à dire quelque chose dans ses descriptions d'images et de pas se dire que c'est l'image qui va tout englober parce que quand les gens te suivent parce que tu as un contenu intéressant, ils vont regarder tout. Et puis les gens sont très critiques aujourd'hui aussi. Donc, surtout sur les réseaux. Voilà. Donc ta photo, elle peut être sublime. D'un point de vue de photographe, ce sera très bien. D'un point de vue de créateur ou d'artiste plus global, si la caption, elle fait une phrase et qu'elle dit pas grand-chose, ça dit aussi quelque chose de l'engouement que tu as mis dans ce post et de ce qu'il veut dire pour toi en tant qu'artiste, je pense. Alors, je fais avocat du diable comme à mon habitude, hein, mais moi, je me dis que il y a un truc de l'ordre de la contrainte avant d'avoir démarré. C'est-à-dire que quand tu es auteur et que tu commences à écrire un roman, un essai, une nouvelle, tu es libre. Tu prends ton carnet, tes feuillets, ta page A4 sur Word et tu commences à écrire, tu fais ce que tu veux. Là, sur Insta, avant même d'avoir posé un mot, tu as des contraintes qui sont posées. Tu sais, comme tu l'as dit, tu sais que les gens ne vont pas passer 3 plombes, donc tu sais qu'il faut rendre ça intéressant tout de suite, avec sûrement une phrase d'accroche que peut-être tu n'aurais pas prise pour un autre texte. Tu te limites aussi peut-être dans ton nombre. Il y a Insta qui limite le nombre de caractères. Toi, tu te limites aussi parce que tu sais que même le maximum de caractères que Insta propose, en vrai, les gens vont même pas jusqu'au bout. Du coup, tu te limites en plus là-dedans. Du coup, j'ai l'impression que ça influence grandement ton écriture de fait. Tu vois, et que c'est paradoxal, mais que c'est un réseau qui permet de s'exprimer comme on a envie, mais en même temps, t'es contraint. Oui, complètement. Tu es contraint et un peu formaté. Enfin, tu te mets toi-même à penser autrement ton écriture pour que ça rentre là-dedans. Et je pense que c'est l'espèce de milieu qu'il faut réussir à trouver, de rester soi-même dans son écriture et en même temps l'adapter pour un réseau qui n'est pas naturel quand tu es auteur. C'est pour ça que je dis que vraiment ça demande des compétences. C'est que tu peux soit ne pas mettre beaucoup d'efforts dans cette caption et décider que l'image va parler, soit écrire un très long texte, très littéraire, très soutenu et qui ne va pas dire finalement grand-chose et qui va fatiguer les gens parce que je dis pas que la littérature soutenue fatigue, hein. Mais voilà, tu m'as compris. Ouais. Mais que vraiment c'est une recette. Si tu mets trop d'épices, c'est pas bon, et si t'en mets pas assez, c'est fade, quoi. Ouais, clairement. Tu parlais du fait d'écrire sur sa maladie ou ses maladies. Il y a des grands auteurs qui ont décidé de faire ça de sujet, de faire de ça un sujet, pardon, pour leur œuvre artistique. Il y a des auteurs à qui ça arrivait après. Je pense à un exemple qui est un des plus connus, mais je pense à Frida Kahlo, oui. Quand elle a eu son accident, elle s'est mise à peindre beaucoup autour de ça, à écrire des choses autour de ça. Mais c'est vrai que dans l'art contemporain, à part pour des essais, c'est plus compliqué.
Pour moi, il y a deux choses. Il y a de l'ordre déjà du personnel. Est-ce qu'on a envie vraiment d'exorciser sa maladie par l'art? C'est un premier sujet. Et il y a aussi le fait de résumer tout son travail artistique ou tout ce qu'on a envie de donner artistiquement à juste un sujet qui est sa maladie ou ses contraintes physiques. Tu vois? Comment toi tu fais avec ça? Alors, pour revenir juste sur Frida Kahlo, la différence, un sujet qui est très important, c'est que les handicaps et la souffrance de Frida Kahlo étaient visibles parce qu'elle a eu un accident qui fait qu'elle a été marquée physiquement. Moi, j'ai une maladie invisible qui fait que les 3/4 du gens qui me croisent dans la rue pensent que je suis une fille dans la vingtaine qui va très bien. Et je pense que c'est un sujet très tabou, les jeunes malades. Il y a beaucoup cette chose de les jeunes qui font rien sont feignants. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai rien fait de cette maladie-là. Enfin, j'étais juste en colère, en fait. Et en grandissant, je suis tombée malade vers 14-15 ans. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens que je rencontrais qui étaient dans la même situation que moi, qui avaient vécu l'errance médicale, l'ignorance des médecins et qui ne savaient pas trop comment se débrouiller, qui en fait n'avaient jamais entendu parler de ce sujet-là par d'autres personnes, sauf peut-être quand ils connaissent quelqu'un de leur famille qui a été malade, et qui n'ont jamais vu ça d'un autre biais que c'est horrible. Effectivement, c'est horrible d'être malade jeune et de savoir que ça ne va pas se résoudre. Mais en fait, moi, j'ai décidé que ce serait pas mon seul et unique sujet de création et de créativité, mais que c'était suffisamment important pour en parler, pas juste pour moi, pour les autres et pour les plus jeunes que moi. De raconter l'errance médicale, de raconter la souffrance, mais aussi de raconter qu'est-ce que ça t'apporte d'être malade. En fait, parce que tu vois ton corps complètement autrement, t'es obligé de ralentir. Même dans la créativité, ça apporte énormément de choses parce que on vit dans un monde où t'es à 200 à l'heure tout le temps, tu dois faire plein de trucs et ça marche. Plus tu fais des choses, plus tu t'es fier de toi, en fait, la productivité et tout ça. Et quand t'es malade, tu peux pas faire ça. T'es obligé de... T'as beau prévoir tous les shoots les plus artistiques du monde, tu te dis aujourd'hui je me lève, je vais écrire pendant 8 heures, ton corps peut décider à 8h30 que en fait non, il va rien se passer. Et tu ne vas rien faire. Et c'est pas grave. Quand tu souffres, en fait, tu respectes et tu écoutes. Et moi, du coup, je suis vraiment passée d'être un enfant en bonne santé qui ne considère pas son corps, à une adolescente qui le détestait parce qu'il est tombé malade, à une adulte qui le voit comme quelque chose de fabuleux. Et l'idée de faire des photos Du coup, j'ai fait des photos de mon corps sous toutes ses formes. Quand je sors de chez mon ostéopathe, j'ai les traces des ventouses. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois. Voilà, et j'adore les prendre en photo parce qu'en fait, ça fait vraiment une toile sur le dos et ça montre ce par quoi ton corps passe et toutes les transformations avec le temps. Et l'idée, c'est pas juste de montrer la maladie, l'idée, c'est de montrer la cohabitation entre le corps, la créativité et la psychologie de la chose, de l'intellectualiser en se disant qu'est-ce que j'en sors, comment je le raconte et à quel point c'est important que sur des réseaux comme Instagram par exemple, il y a des gens qui en parlent et qui le montrent au-delà du body positive, etc. C'est pas forcément même si c'est très important, c'est pas ce biais-là, c'est juste tous les corps existent et même les corps qui sont normaux selon les normes de la société, ils ont des problèmes et il faut les voir autrement que juste le truc qui te permet de marcher et de faire ta vie. Il faut le considérer autrement, comme quelque chose vraiment de formidable, mais dont il faut s'occuper. Mais du coup, ton sujet, c'est pas ta maladie, c'est le corps. C'est le corps avec la maladie. C'est la colloque entre les deux. Okay. c'est comment ils cohabitent, comment mon corps, la maladie et ma tête cohabitent, en fait. Ok, je continue à pousser. Je te disais qu'il y a possiblement une tentation de vouloir s'enfermer dans ce sujet qui est la maladie. De l'autre côté, ça marche aussi pour le corps.
Et Oui. c'est un choix, ça peut être un choix artistique, il y en a qui le font. C'est un choix qui est très connu même d'ailleurs de parler du corps et de parler des corps. Euh, Ça laisse quand même à penser que dans tous les cas, enfin, on se pose une forme de contrainte, tu vois. Mhm. On s'impose le fait de parler que de ça. Euh, Est-ce que ça peut aussi pousser à quand on a d'autres idées, d'autres envies qui parlent pas des corps, pas au début, tu parlais d'imaginaire, sur le fait que tu n'écrivais pas du tout sur une espèce d'imaginaire, tu vois. Est-ce que c'est parce que tu t'autorises pas à le faire, parce que tes sujets, c'est ceux-là, ou parce que carrément, le fait que tu aies commencé à créer dans ces dispositions-là, ça a annulé toute envie, toute pensée autre que ces sujets-là? Je pense que c'est plus la deuxième option. C'est pas forcément que ça a annulé, c'est que ça a pris trop de place parce que au moment où j'ai commencé, ça prenait toute la place et que mon art s'est diversifié au moment où j'ai donné moins d'importance à la place que la maladie prenait dans ma vie. Où j'étais pas. Je suis passée de me voir comme quelqu'un de malade à une artiste qui est aussi malade. Enfin, ça faisait partie de. C'est comme quand tu mets une toile blanche, tu sais que tu mets un point noir au milieu et que tu demandes aux gens qu'est-ce que tu vois et ils te disent le point noir. Et tu dis bah non, il y a le blanc autour. Moi au début je voyais que le point noir et c'était la maladie. Et j'oubliais tous les autres sujets dont j'avais envie de parler dans mes photos et dans mon écriture. Donc comme je disais tout à l'heure, la sororité et puis mes origines et plein d'autres sujets. Je pense qu'il faut... Il y a des gens qui vont décider de faire ça toute leur vie et c'est formidable parce qu'il en faut. Et je pense qu'il y a des gens comme moi qui ont décidé que ce serait un axe principal, mais pas le seul, parce que sinon ils vont s'y perdre. Et que je pense que tu peux être très malheureux si tu parles que de ça quand t'es très jeune et que tu t'es au début de ta maladie. Parce que moi, je suis tombée malade à 14 ans, je vais jamais ne plus être malade. Et je sais que là, par exemple, je parle de mon ressenti et j'écris ces histoires-là et je fais ces photos-là pour parler du cheminement. Ce sera pas du tout les mêmes propos et le même art quand j'aurai 40 ans et que ça aura pris une toute autre forme. Et peut-être qu'il faudrait que je le fasse qu'à 40 ans et que là, je me taise, tu vois, mais je pense que c'est quand même... Je pense que c'est des points de vue qui sont hyper importants à avoir à tous les âges, mais qu'il faut effectivement pas se perdre dedans. Moi, j'ai pas envie de faire que ça parce que j'ai pas envie d'être catégorisée comme la fille qui est malade, en fait. Tu fais de la photo aussi? Oui. Pas de vidéo? Non. Ok. Je filme beaucoup pour le plaisir, mais c'est pas sérieux encore. Je pose souvent la question aux photographes s'ils font pas de vidéo parce que c'est assez paradoxal, mais ça a l'impression d'être des arts voisins. Tu vois, la photo et la vidéo, surtout que aujourd'hui c'est à peu près les mêmes appareils qui servent aux mêmes choses, tu vois. Avec un iPhone, tu filmes et tu prends des photos. Avec un bon appareil photo, tu filmes aussi maintenant. Enfin, en tout cas, tu as l'outil qui permet de faire les deux. Et en même temps, je sais que c'est très éloigné. Je te demande ça parce que tu as parlé de l'écriture. Et là, on a parlé beaucoup d'écriture par rapport à Instagram et tout. Mais à quel moment la photo est arrivée et a pris autant de place que ça? Parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi, ce que je connais de toi, c'est surtout sur la photo. Et du coup, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. Et tu as commencé par me dire que tu avais écrit depuis toujours, que tu écrivais encore, que ça avait une place sur Insta et tout, mais que la photo avait pris une place qui était importante. À quel moment ça a pris cette place-là? Ça a pris cette place-là quand je me suis rendu compte que j'étais une grosse nostalgique, déjà. Et j'ai beaucoup voyagé dans ma courte vie. Et un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est de revoir les images de ces moments-là. Et en fait, c'est beaucoup mon père qui prenait les photos quand on partait en voyage. Et un jour, je me suis dit que ça devait être moi aussi et qu'on n'allait pas du tout voir et photographier les mêmes choses. Donc j'ai commencé par prendre des photos en voyage pour ramener des souvenirs. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la vie du quotidien, elle méritait tout autant d'avoir des souvenirs que les grands voyages impressionnants. Et aussi les gens qui sont dans ma vie autour de moi et
qui méritait d'être immortalisé régulièrement. Et en fait, j'ai eu l'idée d'allier les deux quand j'ai participé à un concours de nouvelles en terminale, il me semble. Le thème, c'était le désert. Et moi, je rentrais du Maroc à ce moment-là. Et j'avais passé toutes mes vacances avec mon appareil et avec un carnet. Donc vraiment, j'avais un peu pourri le voyage de tout le monde parce que je passais mon temps à prendre des photos et à écrire sur mon carnet. Et j'ai écrit une nouvelle sur le désert, mais j'ai mis des images, alors évidemment pas de ma famille, hein, du paysage en fait, pour illustrer mes propos. Ça a bien marché. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, ça va pas être deux arts séparés, ça peut fonctionner ensemble. Et quand je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment énormément, j'ai un peu délaissé l'écriture pour me plonger là-dedans parce que je suis un peu obsessionnelle et que j'arrivais pas à me dire... j'écrivais depuis trop longtemps et du coup, je me suis dit, il faut que je rattrape tout le temps que j'ai passé à écrire quand j'étais petite. En fait, si je veux arriver aux mêmes compétences, entre gros guillemets, il faut que je passe au moins, je sais pas, quelques mois, années à faire que ça pour qu'il soit à égalité dans mon cœur et dans mes compétences et que j'arrive ensuite à les allier correctement. Et je crois que c'est aussi quand j'ai commencé à prendre des gens en photo et de voir que ça leur plaisait et que mon regard leur plaisait, parce que tu demandes à 6 photographes de prendre la même photo, ils verront pas la même chose. Ouais. Que je me suis dit que en fait vraiment j'avais envie de faire ça, j'avais envie de raconter des histoires mais sous plein de médiums différents et puis aussi quand je me suis rendu compte que je pouvais plus sortir de chez moi sans remarquer la lumière et la petite feuille et l'ombre du truc, et que cette fille elle était vraiment trop belle et que ce mec il avait des cheveux incroyables et que son regard il disait tellement de choses, et là je me suis dit ok, tu as un problème, donc il faut que tu fasses de tes passions ta priorité. Et j'ai un père auto-entrepreneur qui en gros chaque fois qu'il a décidé de faire quelque chose il l'a fait et il a réussi. Ce qui ne met aucune pression sur ma tête. Et du coup, je me suis dit, ok, bah pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas faire ça de ta vie. Je note un truc, c'est que souvent, et c'est le cas même pour moi, c'est qu'on est très ingrat avec l'écriture. Dans le sens où souvent, les artistes que je connais, et moi le premier, quand on commence par l'écriture, qu'on touche à un autre art, on finit par délaisser ce premier art qui nous a tout apporté, parce que c'est ça, la porte d'entrée est par là. Et du coup, on se retrouve à ne plus beaucoup écrire ou à beaucoup moins écrire. Et on se fait même avoir par ce truc, parce que ce que tu dis, je le comprends. Ce truc de, ok, j'ai écrit pendant tant d'années, j'ai acquis des compétences. Si je veux toucher à d'autres choses, il faut que je fasse autant pour égaliser. Puis un jour, tu finis par égaliser, puis tu finis même par dépasser, parce que tu oublies d'écrire. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, je vais te demander, toi, est-ce que c'est égalisé maintenant ou pas encore ? Pas encore, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens où j'écris toujours mieux que je ne prends des photos. Dans mon cas, il y a aussi un truc un peu... mes deux parents sont auteurs. Ah. Mon père a été éditeur pendant des années. Ma mère écrit, mon père écrit, mon petit frère écrit des chansons. Enfin, c'est un... Okay. Je suis pas arrivée là par hasard, et il y a eu un espèce de... C'était pas une pression familiale de toi tu vas écrire parce que nous on a écrit et qu'il faut que tu réussisses, hein. C'était pas trop ça l'idée. Mais j'ai pas eu le choix. Enfin, vraiment toute petite, il y a des vidéos de moi bébé. Ma grande occupation dans la vie quand j'ai commencé à marcher à quatre pattes, c'est de vider tous les livres de la bibliothèque, les ouvrir et faire des piles. Ok. Et bon, ça rendait ouf mes parents, mais c'est mon premier amour et je m'en écarterai jamais vraiment. Mais je pense aussi qu'il y a eu un espèce de recul de en fait si je fais que ça, je vais vraiment faire que ça toute ma vie et je vais pas aller voir autre chose. Donc je comprends entièrement ce que tu dis parce que vraiment c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'on était ingrat avec l'écriture parce que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai. On le prend pour acquis en fait, surtout quand on a écrit très longtemps. Ouais. C'est normal, sauf que c'est pas normal du tout. Mais non, j'écris toujours plus et mieux que
Je raconte mieux mes histoires avec mes mots qu'avec mes images, mais je le prends pas comme une défaite. Je pense que au pire, c'est pas grave si c'est pas égal. Mais tu vois, pour moi, c'est mon avis, hein, attention. Mm. Et c'est là où est le piège. Parce que ce que tu dis, je te dis, je le ressens moi en premier, et je vais pas trop parler à la place des autres que j'ai rencontrés, mais je pense que les gens le ressentent. Quand tu as commencé par là, que tu as travaillé ce truc, parce que les gens se rendent pas compte, mais l'écriture, c'est un vrai travail. On travaille beaucoup pour acquérir un peu de talent. Parce que c'est pas inné. Tout le monde écrit à la base. Du coup, c'est pas inné, en fait. Bref, du coup, faut beaucoup travailler. Une fois qu'on maîtrise ce truc, soit on poursuit là-dedans et on fait que ça. Et on devient Victor Hugo, on écrit 55 livres dans sa vie. Soit, je sais pas pourquoi, on dévie. Ok. Le problème, c'est que quand on dévie, on pensera toujours qu'on n'est jamais assez bon. J'ai l'impression qu'on n'est jamais assez bon dans ce qu'on fait en plus. Et du coup, on dira toujours, comme tu viens de le dire là, moi, je dirais jamais je suis plus grand comédien que je suis auteur. Parce que j'ai une impression, évidemment, c'est une impression, de maîtrise de mon art écrit, tu vois, qui fait que j'aurais l'impression de jamais maîtriser autant autre chose. Ce qui fait que, c'est là où c'est le piège, j'aurais toujours tendance à aller plus vers autre chose et à me perfectionner parce que j'aurais jamais l'impression d'avoir atteint le même niveau. Alors que peut-être que c'est déjà arrivé. Peut-être que je suis pas un très bon auteur, mais du coup que je suis déjà aussi bon comédien que je suis auteur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es une très bonne photographe, du coup tu es déjà aussi bonne photographe que auteur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ce que j'ai vu, notre ami en commun qui m'a parlé de toi, et ce que tu fais comme travail avec elle, genre pour moi, tu es une très bonne photographe. Comment tu racontes ça, ça montre que tu maîtrises ce truc. Donc pourquoi t'es pas aussi bonne auteur que... Enfin, pourquoi t'es pas aussi bonne photographe qu'auteur? Tu vois? Ouais. Et c'est là où le piège démarre. Et t'as toujours une bonne raison de délaisser l'écriture. Enfin, je dis toi, mais c'est nous, tu vois. On a toujours une bonne raison de délaisser l'écriture. Et c'est là où on est hyper ingrat avec ce truc. Complètement. Tu vois. Et en plus, il y a cette facilité, et encore plus avec les réseaux et tout ça, tu vois. Encore plus, j'ai l'impression, pour notre génération, et tout ça, ça tient qu'à moi. Hein. Je dis pas que la science infuse que j'ai raison, mais c'est mon impression, mon observation de ce truc. En fait, c'est que on arrive dans une génération où les écrits qu'on a à portée de main, si on n'est pas des grands littérateurs, c'est Instagram, les réseaux. Ouais. Les gens écrivent des petites phrases, des bouts de paragraphes, nanana. Quand toi, c'est un métier que t'aimes, sur lequel tu as travaillé, tu sais très bien que tu es au-dessus du lot. À ce niveau-là, en tout cas. Tu sais très bien que même pour toi, une phrase, ça va être meilleure sûrement que d'autres phrases d'un mec sur Instagram qui marque les mouches sont belles à voler, je sais pas quoi. Tu vois, sans juger personne, mais c'est mon métier, moi. Je suis pas auteur d'Instagram. Moi, mon métier, c'est d'être auteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis un peu présomptueux là-dessus, mais j'assume, tu vois. Et du coup, comme t'es un peu au-dessus de la mêlée, t'as une impression de je maîtrise beaucoup ce truc-là, tellement que c'est pas possible que je maîtrise autre chose autant. Ouais. À cause des gens. Parce que t'es déjà au-dessus des gens. Parce qu'on est sur les réseaux et que du coup sur Instagram, forcément que tes descriptions, toi qui es une vraie autrice, elles sont meilleures que celles de tout Instagram, tu vois. Mais comme sur Instagram, il y a 1,5 milliard photographes, tu te dis peut-être que je suis pas aussi bonne photographe. Alors peut-être que déjà, c'est déjà arrivé en fait. Tu vois? Ouais. Je vais réfléchir à ça pendant 3 jours. Désolé. Désolé. Non, mais c'est bien. Ça me pique un peu, tu vois, pour que je puisse réfléchir. Et il y a un truc aussi qui est par rapport à l'écriture, et je sais pas si toi tu l'as vécu à un moment donné. Bon, je pense qu'on a tous vécu le manque d'inspiration, ça pour le coup, pour l'écriture, la fameuse page blanche. Un moment. J'en connais qui m'ont dit non ici. Hein. Ah, bah, ils ont de la chance. Ils ont tout mon respect, vraiment. Mais moi, j'ai traversé un truc, et je pense que c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à faire de la photo. Beaucoup de littéraires vont me taper sur les doigts quand je vais dire ça, mais moi j'ai fait Hippocagne en anglais, 2 années de licence, 2 années de master. Oh là là. En édition, enfin en lettres, édition, médias audiovisuels. Mais les premières années de licence, c'est vraiment plus proche du programme lettres modernes avec grammaire, analyse de texte, etc. Bête et méchante. Ah là là. Et
Et la fac, c'était vraiment pas fait pour moi. Enfin, moi, j'ai été là parce que à la sortie du bac, on disait oui, t'as des super notes, t'as fait L, il faut que tu fasses Hippocagne, en fait. Bon, comme je préférais le système anglais, j'ai fait ça. J'ai adoré mon année de prépa. J'ai détesté du plus profond de mon âme les 4 années qui ont suivi. C'était très dur. Et en fait, parce que j'avais l'impression que ça avait aspiré toute ma créativité, que à force, j'adorais évidemment les textes que je lisais, c'était pas ça le problème, c'est que j'avais l'impression de faire que ça, et à force de faire des commentaires de texte, je dis ça de façon très grossière, hein, mais que j'avais plus rien à dire, parce que du coup j'étais plus apte à faire ça parce que je passais ma vie à écrire autre chose, en fait, et que du coup, j'avais plus grand-chose à raconter. Donc, je suis allée faire autre chose. Ce qui est un piège terrible, mais ça vient aussi sûrement du fait de ne pas avoir été à ma place, hein, clairement. Je comprends tellement mieux parce que je suis honnête avec toi, je déteste les cagneux, mais d'une force suprême. Pas toi personnellement, mais cette institution qui sont les prépas littéraires. Oui. Parce que moi, j'ai vécu à la fac avec ces gens. Et en fait, justement, tu donnes de l'eau au bout là tellement. En plus, j'en parlais il y a quelques jours avec des potes à moi. C'est incroyable. J'en parlais au théâtre il y a quelques jours, bref. En fait, on t'apprend tellement à être un robot de reproduction qu'il n'y a pas la place pour ton cerveau. Et encore, je te dis ça, j'en ai connu beaucoup, j'en ai connu quelques-uns, des gens comme toi qui s'étaient rendus compte de ça et qui s'étaient extirpés. Tu vois, après la fac, pendant, tu vois, certains qui avaient fait qu'une année sur les deux de prépa, d'autres qui s'étaient révélés en licence et après en master qui avaient changé un peu de voie parce que, tu vois, ils avaient décidé. Mais ouais, on t'aspire ton âme. Oui. Oui. La métaphore que j'utilise souvent, c'est tu vois les petits bonhommes que tu dessines, enfin, les bonhommes bâtons quoi, mais tu peux, ceux que tu pourrais remplir. En fait, c'est un petit bonhomme que tu dessinerais comme ça. Moi, j'avais l'impression, en arrivant à la fac, parce que prépa, ça a commencé, mais les 4 ans de fac, pour moi, ça a été la descente aux enfers. J'avais l'impression d'être pleine de couleurs et que l'éducation nationale est venue, a inséré une petite paille dans mon petit bonhomme, a pris toutes les couleurs et a juste laissé le contour, qui est, je sais faire un plan, mais je n'ai plus rien à dire. Ouais. Vraiment, par contre, je sais faire un plan de dissert, ça y a pas de problème, mais voilà. Et donc, je pense que ça a joué beaucoup. Et quand j'ai eu mon diplôme, en plus, bon, le fait d'avoir fait mon master avec le Covid et tout ça, forcément, ça a tué encore plus un peu la créativité, sauf pendant le confinement où j'ai fait 150 autoportraits, je pense. C'est tout ce que je pouvais faire de toute façon, donc voilà. Mais l'arrêt de mes études, ça a été un regain d'inspiration et de créativité incroyable. Et moi, ça m'a beaucoup soulagée, parce que pendant un moment, je me suis dit, bon, en fait, t'es nul. Enfin, si t'y arrives plus, c'est que t'es pas doué, quoi. C'est normal. Et en fait, non, j'avais encore des trucs à dire. Il fallait juste laisser la machine redémarrer. Et je sais que je suis pas toute seule dans ce cas-là, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui a fait les mêmes études que moi, qui, elle, pour le coup, dessinait énormément. Quand on s'est rencontrés, elle dessinait sur ses cahiers de prépa, parce que cette folle, elle prenait ses cours à la main. Et en fait, je l'ai vue arrêter de dessiner complètement en 3e année, enfin du coup en L3, et reprendre un peu ça quand on en est sorti. Mais avec cette espèce de chose de je n'arrive pas à faire ce qu'on attend de moi et en même temps développer ma créativité. Je crois que j'allais te demander, comme tu étais aspiré créativement parlant, au moins pour l'écriture, tu t'es pas tourné vers la photo à ce moment-là ? C'est à ce moment-là, alors j'ai d'abord galéré pendant une bonne année entière, je pense que je n'ai rien fait pendant 1 an. Et si, il y a eu un déclic, c'est que je suis retournée en Inde la première année de fac pour moi, donc la L2, parce que du coup j'ai pas fait la L1 parce que j'étais en prépa. Cet été-là, je suis retournée en Inde, et bon, pour ceux qui connaissent vaguement le pays, c'est une claque énorme. J'ai été beaucoup quand j'étais petite parce que c'est mon pays d'origine, mais là, j'ai eu l'impression qu'on me mettait dans la tronche 500 litres de couleurs, 40 musiques en même temps. Et c'est un pays qui va à 250 000 à l'heure. Et là, j'ai fait des photos. Et quand je suis rentrée,
je me suis dit, ok, il faut que tu continues de faire. C'était plus simple pour moi d'avoir un appareil, de sortir dans la rue ou de voir mes potes en fait au début et de prendre des photos plutôt que de me mettre à mon bureau ou dans un café et d'écrire. Je sais pas si tu vois ce que tu vois. Il y avait quand même un truc de c'était plus... Ça me sortait du cadre scolaire, alors que l'écriture me rappelait un peu trop ce que je faisais tous les jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la photo. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai commencé, comme tout le monde, un peu amateur en me disant c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et au bout de quelques mois, je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de faire ça juste pour le plaisir, j'ai envie de faire ça par passion et j'ai envie d'essayer de dire des choses avec. C'est pas juste pour faire des jolies photos de fleurs, quoi. Bah, j'allais t'en parler, j'allais être un peu piquant comme mon habitude, mais c'est comme ça qu'on se questionne et qu'on réfléchit. Je m'excuse par avance du coup, mais quand tu m'as parlé de la photo tout à l'heure pour me décrire ce qui t'avait poussé un peu là-dedans, tu as utilisé des lieux communs. Des lieux communs pour les gens, ça veut dire t'as utilisé, c'était des notions qui sont bateaux pour les photographes. Les paysages, les couleurs. Très souvent, dans la tête des gens qui commencent la photo et qui ont fait des voyages, il y a des pays communs qui reviennent. L'Inde, certains pays d'Afrique, l'Amérique du Sud. Tu vois, très souvent, quand on entend les gens, j'ai fait un voyage au Brésil, j'ai fait des photos. J'ai fait un voyage en Inde, j'ai fait des photos. J'ai fait un voyage au Sénégal, j'ai fait des photos. Enfin, il y a pas tellement de photographes qui reviennent du Sénégal, ils vont m'en vouloir si je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est des lieux communs. Ouais. C'est pas très grave en soi, mais c'est des lieux communs. Comment là-dedans, déjà, est-ce qu'on en a conscience un petit peu? Est-ce qu'on se dit pas, je suis la énième, même si c'est ton pays d'origine, hein, mais en prenant du recul, hein, je suis la énième personne qui revient d'Inde et qui se met à faire des photos parce qu'elle a vu des couleurs là-bas. Est-ce qu'on se le dit pas un petit peu, tu vois? Et deuxièmement, qu'on se le dise ou pas, comment après on travaille sa pratique ou son œil, en vrai en photographie c'est l'œil que tu travailles, pour ne pas faire comme les 1,255 milliard personnes d'Instagram qui se disent photographes et qui font les mêmes putains de photos. Et je suis pas photographe, vous m'excuserez par avance, mais sur Insta, tu lèves une branche, il y a 100 photographes. Oui. Et en fait, les gars, c'est un métier. Genre, vraiment, c'est un métier. Je dis, commencez à démarrer, mais avant de vous dire photographe, genre, c'est pas trouver une page Instagram, t'es photographe. Genre, travaillez un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Ouais, complètement. Je crois que déjà, il y a... Enfin, juste par rapport à l'Inde et... Oublie 2 secondes que c'est mon pays d'origine, j'y suis pas allée Déjà, j'y étais allée 15 fois avant. J'y suis pas allée en me disant je vais prendre les gens en photo. J'y suis allée en me disant ça m'inspire. Enfin, déjà, j'y suis allée en me disant rien du tout, j'allais voir ma famille, quoi. Mais c'est plutôt les émotions que ça m'a fait ressentir. J'ai pris des trucs en photo qui n'avaient aucun intérêt. Enfin, vraiment, les 3 quarts des trucs que j'ai pris, c'était juste parce que je me disais ok, ça me procure de la joie, en fait. Et je suis pas allée pour photographier la misère, comme beaucoup de photographes occidentaux. Voilà, en me disant je vais photographier les femmes dans la rue et les pauvres petits-enfants. Parce que arrêtez ça déjà. Oui, clairement. Non, couper, mais arrêtez. C'est pire que ça, c'est demander, en fait. C'est pas compliqué de demander, mais ça passe dans tous les pays. Mais tous les pays du monde, en fait. Oui, voilà. Genre, en vrai. Les gens parlent pas la langue, mais il y a un truc qui s'appelle le regard. C'est très simple. On lève l'appareil photo, on le montre, les gens font non, on s'en va. Enfin, vraiment, c'est pas dur. Mais voilà. Et donc, moi, je suis revenue de là avec plein de photos. Et en fait, au même moment, se passait dans ma tête ça faisait un petit moment, mais ça a été une grosse brique pour moi. J'ai reconsidéré mon métissage, mais très fort, dans le sens où, petite, c'était pas un sujet pour moi, vraiment, dans ma tête, limite j'étais blanche, enfin, vraiment, bon, sauf que je dansais, enfin, je faisais de la danse Bollywood, j'étais danseuse pendant 10 ans, vraiment, je parlais tamoul quand j'étais petite, un petit peu, et en fait, j'étais une enfant, j'ai pas vécu de racisme quand j'étais gamine. Sauf une fois. Et puis l'adolescence est arrivée et là je me suis fait insulter mais pendant des années avec des trucs qui n'avaient aucun sens. En plus on m'a traité de pac-pac toute ma vie. Je suis pas pakistanaise et je n'ai rien contre les Pakistanais, quoi, mais c'est la bêtise, voilà. Et le racisme n'a fait que croître depuis. Et en fait avec ça
c'est réveiller un truc chez moi de mais effectivement tu adores ce pays, tu adores cette culture, tu reparles la langue, tu fais à manger, tu t'habilles aussi en conséquence régulièrement. À quel moment est-ce que tu t'es jamais posé la question de la place que ça allait prendre dans ta vie d'adulte, dans ta vie de femme, et dans ta vie à Paris, en fait, où les gens me pointent beaucoup du doigt à ça. Et tout mon travail sur l'Inde et tout ce que j'ai pu faire depuis, que ce soit en écriture ou avec la photo d'ailleurs, c'est cette question de la biculture et du métissage qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas quand on a une couleur de peau qui passe, en fait. Moi, plein de fois, des fois, on m'a dit « tu ne ressembles à rien » quand on me demande mes origines. Et parce qu'en fait, on me dit « t'es égyptienne, l'hiver, je pâlis un peu », donc on se pose des questions, mais mes cheveux me trahissent parce que ils sont quand même pas très très blancs, quoi. Et puis c'est vite devenu un besoin de revenir aux racines et du coup d'exploiter, pas dans le sens pas exploiter pour avoir la fame, hein, c'est vraiment pas l'idée. Puis en plus avec l'Inde, c'est pas non plus un pays hyper glamour pour beaucoup de gens, mais plus le revendiquer et l'inclure dans mon art, et aussi parler aux gens qui sont métis mais qui viennent même pas d'Inde, parce que les 3/4 de mes meilleurs amis, femmes comme hommes d'ailleurs, sont métis. J'ai très peu d'amis qui sont uniquement français, et ils ont tous cette espèce de... Avec l'âge est venu ce besoin de se reconnecter à ses racines et de revendiquer ses origines. Ça passe par beaucoup de choses, même juste les vêtements. Et moi, dans la photo, j'ai fait ça beaucoup avec le logo que je porte. Là, c'est une copine qui l'a fait, qui a une marque, elle, de vêtements. Elle est auto-entrepreneur et c'est formidable ce qu'elle fait. Mais avec elle, on a eu beaucoup de longues discussions sur justement les vêtements, qu'est-ce qu'ils veulent dire et comment tu les portes quand t'es métisse. Et il n'y a pas Milena en sari et Milena en tailleur qui va à un entretien quelque part. C'est quelque chose qui peut la coloc, encore une fois, entre le corps et la maladie, c'est pareil. Et du coup, j'ai cherché aussi là-dedans comment faire cohabiter aussi visuellement ces deux mondes qui n'ont rien à voir, et que ce soit accepté, en fait, et que ce soit ok, et illustrer le métissage et la biculture. Et c'est ça qui est revenu de cet ultime voyage là, parce que c'est le dernier que j'ai fait. Après il y a eu le Covid, et donc là je croise les doigts très fort pour pouvoir rentrer bientôt. C'est ça que ça a réveillé, et aussi un peu de culpabilité de pourquoi c'est pas venu avant, pourquoi j'ai pas parlé de l'Inde avant, et pourquoi j'ai essayé de cacher pendant très longtemps mes origines et de faire comme si elles n'existaient pas, parce que c'était plus simple en fait. J'avais une question, mais du coup, il y a un autre truc qui me vient en tête là. Je vais peut-être commencer par ce que j'ai là en tête. J'ai la forte impression que toutes tes inspirations artistiques, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont toujours teintées de sociologie ou de politique, entre guillemets. Politique au sens du peuple, hein, pour ceux qui ont fait un peu de grec, qui savent de quoi je parle. Mais tu vois, c'est vraiment... c'est l'impression que j'ai, hein, vraiment, quand là tu me parles de ton voyage en Inde et de toutes les questions que tu t'es posées, alors qu'à la base je te parlais d'une question de démarrage de la photographie, tu vois. Ça veut dire que tout ce que tu penses que tout ce que tu vas créer artistiquement tout au long de ta vie sera teinté de ça, pas forcément sur ces sujets-là, mais ça démarra toujours par une réflexion qui est sociologique ou poétique. Je crains que oui. Pas forcément... Je sais pas si on peut dire que tout sera politique ou que tout l'est, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une part d'émotionnel, tout bêtement, enfin, de juste vraiment ce que ça me fait ressentir. Mais c'est pour ça que les 3/4 du temps, je dis que je raconte des histoires. Et je dis pas que je suis photographe, je dis pas que je suis auteur, c'est parce que c'est un mélange des deux, parce que je raconte des histoires qui pour moi ont du sens. Je raconte l'histoire des gens, je raconte la mienne en grande partie.
Euh, et je raconte les histoires que je vois. Et en fait, souvent, je suis quelqu'un qui a un peu un problème avec le monde dans lequel on vit, on va dire. J'ai beaucoup de mal, surtout en ce moment-là, à ce que ce que je raconte soit... j'ai envie de dire futile, c'est pas le terme. J'ai pas du tout envie de paraître condescendante envers les gens qui racontent des trucs, des histoires d'amour et qui font de la mode. Enfin, j'adore tout ça, c'est pas du tout la question, c'est juste que je n'y arrive pas. C'est plus moi qui arrive pas à faire quelque chose que les autres qui font pas ce que je veux, hein, clairement. Mais je pense que je vais pas arriver à juste raconter quelque chose de littéraire et qui n'a pas de sens pour moi. Ça veut pas dire que tout ce que je vais raconter va être très triste, hein, parce que c'est pas du tout l'idée. En fait, je pense que quelle que soit la photo que je dois prendre ou quelle que soit l'histoire que je veux dérouler, il faut que ça éveille quelque chose chez les gens, même si c'est juste une question ou une minuscule remise en question. Un truc de « ah ouais, ça j'y avais pas pensé » ou « ça, j'avais pas vu ça comme ça » ou même juste... Il y a beaucoup de gens qui détestent l'Inde, hein. Ça me pose pas vraiment de problème. Enfin, je comprends que ce soit un pays terrifiant. Mais justement, essayer de leur faire voir ça autrement. C'est pas juste un pays dangereux. Ça l'est. Mais c'est pas que ça. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois hein, qu'on m'en parle comme ah non, moi, j'irai jamais là-bas, ça me terrifie, c'est sale, les hommes sont des fous. Oui. Mais ouais, je pense que tu as raison. Et du coup, tu arrives toujours à incorporer, je sais pas si c'est le terme exact, mais entre guillemets, incorporer cette idée, ces idées-là de questionnement un peu poétique ou de questionnement social. Même dans les travails de commande, c'est-à-dire que même quand en 6 mois je te disais demain fais un shooting pour moi, est-ce que tu arriveras à scier tes idées, tes idées, en tout cas des réflexions qui soient de cet ordre-là? Je suis pas sûre d'y arriver toujours, parce que parfois on me demande quelque chose de très précis en fait, mais j'essaye toujours de discuter avec les gens avant, même pour... la pochette du single que j'ai fait il y a pas très longtemps, j'ai demandé à la chanteuse de me raconter c'était quoi l'histoire. J'ai fait pour les 18 ans de la petite sœur de ma meilleure amie, on a fait un shoot et en fait elles sont d'origine albanaise et elles voulaient quelque chose qui représente et leur sororité et leurs origines en fait, donc on a incorporé des éléments tout bêtes hein, mais un peu de tenue traditionnelle, un peu de, enfin on voulait des photos qui soient très chaudes parce que là-bas il fait très chaud et que le soleil et tout ça. Il y a des moments où tu ne peux pas, par exemple quand tu fais un shoot de grossesse. Bon, l'enfant, tu vas pas le politiser. Il n'est pas né, le pauvre, il est déjà suffisamment, voilà, il va avoir suffisamment de problèmes comme ça dans sa vie. Mais je crois que j'essaye toujours, rien que pour comprendre les gens, et c'est très rare que je m'entende avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées politiques que moi. De moins en moins, je pense que c'est aussi parce que je dis de plus en plus ce que je pense avec l'âge, je pense. Mais je pense que j'essaye toujours. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je me flagelle pas en me disant oh là là, ta photo elle est juste belle, elle ne raconte rien, tu vas l'enfer, tu vois. Mais je pense quand même que quand tu fais des photos avec des gens pour une raison précise, tu dois un minimum discuter avec eux. Parce que si tu... Parfois, t'as pas le temps, hein, mais si t'as le temps et que tu prends pas ce temps, tu pourrais rater quelque chose. Dans un regard ou dans une position, par exemple, ou la façon dont ils s'habillent aussi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois justement avec ce fil-là, de leur dire mais pourquoi tu mettrais pas le foulard dans les cheveux? Pourquoi tu le positionnerais pas de cette façon-là plutôt qu'autre chose? Pourquoi tu te mets pas dans cette position? Et surtout les filles, parce que moi j'ai un truc très féminin et de
girl empowerment, un peu, surtout les filles métissées. De remettre un peu d'assurance dans leur pose et dans la façon dont elles se voient. Je pense que la plupart des femmes qui posent, je l'ai remarqué, posent un peu comme dans un magazine de mode au début. Et moi, j'essaie de leur faire voir qu'il y a moyen que ce soit pas juste esthétique, qu'elles peuvent me regarder d'une certaine façon, même si elles me regardent comme si elles avaient envie de me casser la gueule, c'est pas du tout la question. Moi, je serais pas vexée. Si elles veulent s'asseoir d'une certaine manière, si elles veulent ne pas être mignonnes, elles ont le droit de ne pas être mignonnes, en fait, quand je prends les femmes en photo. Et je trouve ça important de parler aux gens, juste, pas forcément pour toi en tant que photographe ou pour dire quelque chose, mais pour leur faire dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire. Parce que t'es aussi au service des autres, t'es pas juste... Parfois, c'est pas que toi qui... Quand tu fais la photo pour quelqu'un d'autre, le produit fini, c'est pas toi qui décide. Ouais. Donc c'est difficile. Et comment t'as travaillé ton œil ? Une fois que je poursuis la question, excuse-moi, mais une fois que t'as compris, après tous ces voyages, que t'avais envie de faire des photos, que t'avais ce regard politique et un peu social, que t'avais envie de te reconnecter à certaines choses, maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait des belles photos ? On en fait beaucoup qui sont très très moches. Non, c'est tout bête, hein, mais je pense que pour le coup, c'est un peu comme l'écriture. C'est-à-dire que tu vas pas avoir... parfois, tu vas réécrire 8 fois la même phrase parce qu'elle te plaît pas, parce qu'il manque telle tournure et tel mot de vocabulaire et telle figure de style. La photo, c'est pareil. Moi, aujourd'hui encore, je me foire, je fais pas le bon réglage. La lumière, elle est pas comme je veux. Je fais pas suffisamment attention parce que je suis stressée et que peut-être j'aurais pu la faire autrement. Mais on s'entraîne un maximum et on essaie de se mettre en... On essaie de faire des photos qu'on ferait pas naturellement. Moi, souvent, j'essaye de... Et puis, il y a plein de photographes qui font ça, mais j'ai essayé de le faire toute seule aussi, de piocher des mots au hasard ou de décider, ok, tel jour, tu vas faire une photo dehors, alors qu'il pleut, et que, étant d'origine indienne, je déteste le froid et la pluie. Et tu vas prendre en photo... quelqu'un que tu connais pas aussi, par exemple. Moi, parce que j'ai démarré en prenant en photo des gens que je connais très bien, pour moi, ça a été les premières fois où j'ai pris en photo des gens que je connaissais pas, bah, c'était pas facile. Et au fur et à mesure, t'apprends aussi à détendre ton modèle et à le mettre en confiance et à lui dire bah, pose plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Et puis te mettre dans des situations... D'abord faire ce que t'as envie de faire et être à l'aise avec tes premières idées. Mais pour progresser, il faut pas rester dans sa zone de confort. Parce que sinon, tu fais toujours la même photo, en fait, concrètement. Et rencontrer des gens, parler avec d'autres gens, mais qui sont pas forcément photographes, mais juste qui ont pas le même regard que toi. Et qui vont... Soit en parlant avec ces gens et en voyant d'autres photos, tu vas dire, ok, j'ai vraiment pas du tout envie de faire ce qui vient de se passer. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec lui, donc tu vas plutôt te diriger, tu vas dire, ok, c'est vraiment ce que je pensais avant qui est la bonne idée. Soit ça va te remettre en question et ça va t'ouvrir l'esprit. C'est quand même hyper important, je pense, quand t'es artiste, quelle que soit ta discipline, il y a ton axe principal et puis tu peux garder un tout petit peu d'ouverture de chemin pour laisser l'inspiration et les influences des autres te nourrir. Je parle pas de plagiat et de changer de discipline, etc. pour te dire, ah, lui, il fait ça, donc je vais faire ça, mais plus te dire, ça m'intéresse, il a fait telle photo, il y avait telle lumière dessus, comment il l'a fait, ça m'intéresse, telle couleur, comment il l'a travaillé, ça pourrait être intéressant, comment est-ce qu'on travaille telle couleur, et apprendre, en fait, et jamais se dire, mais ça, bon, je pense que beaucoup d'artistes se le disent jamais, enfin j'espère un peu, mais jamais te dire, ok, c'est bon, j'ai tout compris. Ah, le piège. Oui. Il y a beaucoup de pièges, hein, dans le monde. Je dis piège depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de pièges dans le monde de l'art. En vrai, il y a beaucoup de pièges dans la pratique artistique, mais c'est un des pièges, ouais. C'est un des pièges. C'est un des pièges parce que aussi, tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'écriture et de la facilité qu'on peut avoir. C'est là où tu finis par plus écrire en plus, j'ai l'impression. En tout cas, plus beaucoup pratiquer. Parce que tu es dans une forme de... J'ai compris, je sais comment on fait, c'est bon.
Tu vois, t'as une forme de laisser-aller, je crois, qui s'installe quand t'es dans cet état d'esprit. J'ai une grande impression. Ben écoute, merci, on va conclure. Bah, merci à toi. Pour conclure, je pose toujours une petite question. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Un miroir. Ça va paraître hyper égocentrique dit comme ça. C'est pas l'effet que je voulais donner. Mais parce qu'on peut faire plein de choses avec. Avec la lumière. Et avec le reflet. Et avec... Souvent les miroirs, c'est des vieux objets que te donnent... que tu as en héritage aussi. Ceux que tu trouves en brocante, ceux qui sont cassés. Ceux qui sont tout pourris. Et je trouve ça hyper beau comme objet. Trop bien. T'as ouvert des portes vraiment inexplorées vers les miroirs. Merci. La deuxième question, c'est ton œuvre inspirante. Ça peut être n'importe quoi. N'importe littéraire, Ça va être super cliché, mais Devdas, le film Bollywood le plus classique de toute l'histoire. Parce que pour moi, ça résume vraiment tout ce qui est Bollywood, les couleurs, le gros drama, les gros enjeux sociaux aussi. C'est un film hyper social, quoi qu'on puisse dire. Et la danse, qui est un moyen d'expression qu'on n'utilise pas assez, je trouve, dans la vie de tous les jours. On devrait régler les conflits en dansant. Complètement. Faire une petite battle de dance Bollywood, je suis sûre que ça se passerait mieux. Ça se passerait vraiment bien. Ok. Devdas, du coup. Ouais. Et la dernière, c'est quelle qualité doit avoir selon toi un créatif? Je pense que c'est avoir un regard d'enfant. Essayer de garder un regard d'enfant. Je sais pas si tu vois les petits bambins ou même les gamins qui découvrent les trucs pour la première fois, ils sont toujours émerveillés. Et je pense qu'à force, en tant qu'adulte et en tant que créatif aussi, on se lasse. Il y a des trucs qui sont normaux. C'est pour ça que je parle des miroirs et tout ça, c'est parce que l'autre jour, je marchais dans la rue avec ma copine Dorine et il y avait un miroir qui était accroché sur un mur et il y avait écrit « Fille d'immigrés » dessus. Et on a eu un fou rire très très long et on l'a pris en photo sous tous ses angles et tout, mais parce que je trouve qu'on se laisse trop avoir par... on connaît Paris par cœur, ou on connaît son quotidien par cœur, et du coup avoir un regard d'enfant, ça permet de voir les choses autrement et d'être émerveillé plus souvent. Je pense que c'est important. Je suis d'accord avec toi, j'ai un enfant et je le vois tout le temps quand je suis avec lui. Vraiment, c'est ça qui m'impressionne le plus, je crois, chez lui. En tout cas, chez les enfants, c'est... il fait des trucs parfois, il observe des trucs, je lui dis pourquoi, il me dit je sais pas. Ouais. Et c'est ça sa réponse. Et c'est trop bien en fait. Ouais. Et fais parce que t'as envie. Et puis, c'est ça le regard d'enfant, j'ai l'impression. Comme pas de justification et pas de... pas de jugement, enfin, Ouais. tu vois. C'est... je fais des trucs, on fait des trucs, on se balade et tout, il fait des trucs où il observe des trucs et il m'apprend. C'est ça qui m'apprend, je crois. Donc je suis d'accord avec toi à 100%. Ben merci. Bah, merci beaucoup à toi. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes super descriptions hyper bien écrites, mieux que tout Instagram. Super. et tes super photos qui racontent plein de trucs. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte, évidemment. Bindi's Woman, mais vous aurez le lien du coup. Évidemment. Voilà. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci Salut. beaucoup. De rien, merci à toi.